Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons prendre un petit peu de recul et nous allons parler de la présence américaine dans le Pacifique. Et vous avez forcément entendu parler du bras de fer entre la marine américaine et la marine chinoise, également du bras de fer autour de Taïwan. Vous allez comprendre dans les prochaines minutes pourquoi cette question de Taïwan est essentielle pour les Américains pour des raisons de défense nationale à cause de la première chaîne des îles. Nous allons donc nous focaliser sur la géographie, sur le système de défense américain dans le Pacifique, sur la marine américaine, la comparer à la marine chinoise, regarder les capacités de production de chacune de ces deux armées et ensuite, je vous livrerai mes 2 cents sur la région. Jingle. Mais juste avant, je vous présente notre partenaire qui ne pouvait pas être un autre. On va parler marine, c'est forcément World of Warship. Forcément, ça fait plaisir à l'officier de marine que j'ai été. L'objectif de ce jeu, c'est quoi? C'est de faire des batailles navales. Vous pouvez prendre un des 400 bateaux qu'ils ont recréés, de vrais bateaux qui appartiennent à 13 pays différents. Et c'est un jeu gratuit. Ça, c'est important de le préciser. Et avec le lien, vous avez accès au pack débutant qui vaut 25 €. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est le code Warships. Et vous allez pouvoir faire de la stratégie, mais également de la tactique, seul ou en équipe, et même jouer avec vos camarades pour reproduire des batailles navales. Donc c'est pas toujours facile. Oui, il y a également des porte-avions. Vous allez voir l'avantage de la 3e dimension. Et moi personnellement, j'ai pris pas mal de plaisir à jouer à ce jeu que je connaissais déjà depuis un petit bout de temps et auquel je jouais parfois pour me détendre pendant ma carrière d'active. Bonjour à tous, c'est Laurence, l'associée d'AT au sein de Débrief. Et aujourd'hui, il m'a demandé de vous briefer sur le Pacifique. Pourquoi le Pacifique? Il a été nommé ainsi par le navigateur Fernand de Magellan en 1520 en raison de ses eaux très calmes. C'est un océan extrêmement vaste, 1/3 de la surface totale de la Terre. Sa superficie est supérieure à celle de l'ensemble des terres émergées de la planète. Superficie de 165 250 000 km² avec 16 983 km de largeur et une profondeur moyenne de 4 300 mètres. D'ailleurs, les fosses les plus profondes se trouvent dans le Pacifique, avec notamment la fosse des Mariannes. C'est un océan en perpétuelle évolution. On y recense près de 30 000 îles. La semaine dernière, d'ailleurs, une nouvelle île est apparue au sud du Japon. Reste à voir si les Américains vont y installer un système d'interception de missiles balistiques. Mais cela, c'est la partie datée. Je vous dis à très bientôt, en visio, par téléphone ou dans votre entreprise. Alors, c'est parti pour une nouvelle frontière peu pacifique. Frontière qui est présente entre la Chine et les États-Unis. Maintenant, cette carte nous montre bien qui avait quoi dans le Pacifique avant la Seconde Guerre mondiale. Et vous allez voir que les Américains, 1867, avaient la région de Midway, avaient également 1898 les Philippines, avaient également des îles dans le sud ici, mais n'avaient pas la présence et la puissance militaire qu'ils ont actuellement. Et il faut donc comprendre ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale pour comprendre pourquoi, à l'heure actuelle, si vous prenez la carte du Pacifique, vous avez de l'Alaska à Diego Garcia, une multitude de bases américaines au Japon, en Corée, dans les Philippines, Guam, Thaïlande, en Australie, il y en a également en Nouvelle-Zélande, bref, il y en a absolument partout. Et la raison est très simple, chacune de ces îles, chacune de ces bases a coûté de nombreuses vies américaines. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les Japonais ont conquis le Pacifique, ils ont vraiment avancé absolument partout, ils ont même pris des îles américaines, on va revenir dessus un peu plus tard. Et c'est suite à la Seconde Guerre mondiale que l'on se retrouve avec des cartes comme ça où on voit la présence américaine absolument partout sur Terre parce que en Europe, parce que dans le Pacifique, ils ont dû reconquérir le territoire et ne sont la plupart du temps jamais repartis. Si vous regardez cette carte ici qui nous zoome sur cette zone pacifique, vous voyez la multitude de bases. Oui, ils ne sont jamais repartis du Japon, oui, ils ne sont jamais repartis des Philippines, et ça leur donne forcément une énorme présence militaire dans la zone. Récemment, il y a eu de nouvelles annonces avec les Philippines, avec début 2023, l'annonce qu'il y aurait
4 nouvelles bases dans la zone, car avec les Philippines, il y a eu question de se détacher un petit peu des États-Unis, et là, pour des raisons de tension, avec notamment la Chine à l'intérieur de la mer de Chine, eh bien les Américains sont en train de revenir à vitesse grand V. D'un point de vue politique et dans la zone, eh bien, c'est pas vraiment la puissance de l'OTAN. Je vous rappelle que l'OTAN, c'est l'Atlantique Nord et c'est pour tout ce qui se trouve au-dessus du tropique du Cancer. Là, nous sommes dans le Pacifique. Tout ce qui va se passer est plutôt au sud du tropique du Cancer. D'où, eh bien, le fait que si la France se fait embêter dans certains de ces territoires ici, elle va se retrouver toute seule. L'OTAN ne nous aidera pas. Il y a donc le bloc AUKUS. L'AUKUS, c'est l'Australie, c'est le Royaume-Uni et c'est les États-Unis qui ont décidé, il y a quelques années maintenant, de travailler ensemble, de partager du renseignement et également d'essayer de céder militairement. Mais céder militairement face à quoi? Eh bien, si on regarde le dernier compte-rendu qui a été présenté au Congrès par les Américains, c'était début octobre 2023, les Américains stipulent eh bien qu'à l'heure actuelle, la plus grande marine au monde est la marine chinoise. À l'heure actuelle, c'est 340 plateformes, mais surtout un vecteur vitesse, comme on dit, qui est en train de monter, avec 400 navires normalement en 2025 et surtout 440 navires en 2030, là où les États-Unis sont à l'heure actuelle stables à 290 navires. Maintenant, est-ce qu'il faut avoir peur ? Non. Pourquoi? Parce que la qualité des navires n'est pas du tout la même. Les États-Unis maîtrisent la chose maritime depuis des années. En termes d'affectation militaire, la Navy a toujours été quelque chose de très prestigieux qui attire les hauts potentiels. Et vous vous retrouvez avec des capacités militaires incroyables. Et même si vous voulez comparer un porte-avions chinois à un porte-avions américain, si vous voulez, on pourra le faire, mettez-moi en commentaire. Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Ces porte-avions chinois permettent de projeter un petit peu de puissance, mais n'ont pas du tout même la capacité à maintenir une protection aérienne H24. Là où les Américains, du fait de la taille, du fait du volume, ont des capacités qui n'ont rien à voir avec la marine chinoise. Néanmoins, vous avez du volume et vous avez énormément de lance-missiles. Donc il y a des capacités de saturation et c'est pour ça que si on veut bien comprendre pourquoi les Américains sont en train de s'inquiéter, eh bien il faut regarder ce document qui a fuité, qui est unclassified, donc il avait droit de fuiter, mais qui nous montre bien, qui met l'accent sur ce qui compte vraiment. Alors on pourrait croire que ce qui compte vraiment, alors là il compte différents types de navires. Les chiffres, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. Regardez, là on parle de 777 navires pour les Chinois, 490 pour les Américains. Juste avant, présenté au Congrès, on était sur des chiffres différents. Ça dépend de quoi on parle. Là, sur ces 777 navires, on a des navires de patrouille. Maintenant, ils ont des navires de patrouille lance-missiles. Mais si vous regardez la qualité des navires, là on parle de aircraft carrier, sur 20, on a les porte-avions, mais également les porte-aéronefs des Marines. En termes de destroyers, donc les gros navires, les Américains en ont énormément. On l'a vu avec les Harley Burke, les Ticonderoga, vous pouvez tirer des dizaines et des dizaines de missiles. Les frégates, c'est une taille beaucoup plus petite. Les corvettes également. D'où les grades dans la marine, capitaine de corvette, capitaine de frégate, et après capitaine de vaisseau. Donc à chaque fois, c'est des navires plus gros. Donc vous voyez que les Chinois ont plutôt des navires un peu plus petits, mais souvent très armés. Mais d'un point de vue personnel, officiellement, ils sont en dessous des 300 000 hommes, là où la Navy est plutôt dans les 350 000 hommes. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la Navy, c'est également énormément d'aéronefs. Et en plus, vous avez les Coast Guard. Et les Coast Guard, ils sont un petit peu pris dans ces chiffres-là. Donc attention aux chiffres. Par contre, très intéressant, ce sont les capacités de production. Et c'est là où le bas blesse. Pourquoi? Parce que la Seconde Guerre mondiale a été une guerre de production. Et les Américains ont réussi à sortir, en quelques années seulement, quasiment une centaine de porte-avions et des dizaines de navires, ce qui a permis d'envoyer du matériel, des hommes, des ressources, des chars, des armes, des munitions en Europe, mais également dans le Pacifique, et in fine, gagner la guerre. La problématique, là, eh bien, c'est que si on regarde les capacités de fabrication maritime, et notamment toutes les cales sèches, c'est la Chine qui construit le plus de navires, qu'ils soient militaires ou qu'ils soient civils. Le gros des navires est maintenant fabriqué en Chine, ce qui permettrait à la Chine, en cas de guerre, d'utiliser toutes ces cales sèches pour accroître ses capacités militaires et venir remplacer ce qu'elle perd. Alors attention, la partie RH, ça va quand même être compliqué à remplacer. Néanmoins,
Ça fait dire à certains observateurs que les capacités de production navale chinoises sont à l'heure actuelle, en 2023, 1000 fois supérieures aux capacités américaines, ce qui a permis d'aller secouer un petit peu la cloche au niveau du Congrès américain et ce qui nous a valu quelques dépêches de presse et quelques articles intéressants cette année sur le sujet qui n'ont pas été vraiment poussés par l'actualité médiatique tellement elle est dense avec les guerres en Israël et en Ukraine. Toujours est-il, ces capacités, c'est quelque chose à regarder parce que si un conflit doit se créer, un conflit conventionnel, on le voit bien avec l'Ukraine, on le voit bien avec Israël, derrière il faut pouvoir accélérer. Les Américains nous ont déjà prouvé qu'ils ont cette grosse capacité d'accélération lors de la Seconde Guerre mondiale. Là, ils n'ont pas encore enclenché la vitesse pour ce qui est de la production d'armement, mais ça y va gentiment. Néanmoins, depuis 2023, début d'année, il est à noter que leur exportation de pétrole a augmenté de 23,5%. Les États-Unis seraient en passe de devenir un des premiers exportateurs mondiaux de pétrole. Donc ce qui est sûr, c'est qu'ils ne manqueront pas de pétrole ni de pesos, vous avez compris la blague, pour financer d'éventuels chantiers. Petit aperçu de la marine chinoise, ça ressemble à ça. On a donc du porte-avions, il y en a deux, un troisième en fabrication et une multitude de navires. La marine, ce n'est pas que du gros navire de guerre, c'est également voilà, des petits navires des Coast Guard, très important en mer de Chine. Maintenant, on en arrive là où je veux vraiment aller, c'est-à-dire sur la chaîne des îles. Première chaîne ici, deuxième chaîne ici, troisième chaîne là. Et d'après les théoriciens japonais, quatrième chaîne ici dans l'Inde, cinquième chaîne ici devant l'Afrique. Chaîne qui permettrait de bloquer, de gêner eh bien, la fameuse route de la soie qui à l'époque servait les Européens, qui dans la nouvelle version des routes de la soie doit servir à enrichir la Chine qui se situe là. Cette chaîne des îles, c'est une tactique de défense mise en place et intellectualisée par les Américains à partir de la Seconde Guerre mondiale et surtout en 1952, après la Seconde Guerre mondiale. L'objectif était de se protéger de l'Union soviétique, qui est là, ensuite également de la Chine, du Vietnam, de la Corée du Nord. À l'heure actuelle, c'est plutôt Corée du Nord et Chine. On prend encore un tout petit peu de recul sur la zone. Donc l'Indo-Pacifique, quand on parle d'Indo-Pacifique, c'est tout le Pacifique plus l'Inde et l'océan Indien et également jusqu'à Madagascar. Quand on parle de l'Asia-Pacifique, eh bien on s'arrête juste là, donc avant l'Inde. Voilà, une fois que ça c'est clair, on avance. Vous avez forcément entendu parler des tensions en mer de Chine avec les îles Parcelles. Ce n'est pas l'objectif de la vidéo. Ayez conscience que c'est ici que ça se passe. La Chine est là, Cambodge, Vietnam, Thaïlande, Philippines, Taïwan. Et c'est à l'intérieur où se passe environ plus de 30% du commerce maritime mondial. Attention, cette mer est une mer peu profonde où les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins chinois ne peuvent pas se diluer. S'ils veulent pouvoir faire peur, il faut que les sous-marins chinois passent par un détroit, par exemple au sud de Taïwan, ou fassent du slalom, vous avez vu c'est très compliqué, arrivent à sortir de cette zone pour après accéder à la haute mer et éventuellement inquiéter les États-Unis. Et c'est là où la première chaîne des îles est indispensable. Parce qu'en fait, cette première chaîne des îles, elle commence très très haut. Elle passe par le Japon, elle va sur Taïwan, elle descend sur les Philippines, l'Indonésie, Malaisie, Vietnam. Et en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le panda, il se retrouve, ainsi que la Corée du Nord, enfermé et bloqué. Vous avez en fait une multitude de porte-avions qui ne peuvent pas être coulés, qui vous permettent d'héberger des radars, des sonars, des systèmes, des lance-missiles faciles à cacher, anti-navires, qui vous permettent de créer un rideau quasi infranchissable sans être détecté et qui empêche au panda de sortir vers la haute mer et d'aller inquiéter les États-Unis. Donc même si ça peut paraître bizarre, la défense américaine commence à des milliers de kilomètres de sa frontière par cette première chaîne des îles. Et comme tout bon système de défense, il y en a plusieurs. Et s'il devait venir à tomber ou pendant qu'il serait utilisé, vous avez la deuxième chaîne des îles qui passe par, au hasard, Guam. Guam, où se trouve une grosse base américaine et où d'ailleurs des rafales ont été déployées il n'y a pas très longtemps. Et ça descend comme ça. Et donc, vous avez un deuxième filet de protection. Rentrons un petit peu plus dans le dur. Si on regarde les grands centres de commandement chinois ou américains de la zone, on commence sur la deuxième chaîne des îles, j'en ai parlé, nous avons Guam. On a Yokosuka également au Japon
Et ensuite, vous avez Sasebo, Chinui, ici, donc on est en Corée. Vous avez Okinawa, forcément. Donc tout ça, ce sont des grandes bases américaines et un retour en force aux Philippines avec l'ouverture de 4 nouvelles bases. Ça permet donc de bien protéger avec des bases qui n'iront absolument nulle part. En face, vous avez la partie sud pour les Chinois, vous avez la partie plutôt centrale et la partie plutôt nord. Et donc vous le voyez bien, vous voulez sortir vers la haute mer, vous voulez aller quelque part, il va falloir se faire intercepté ou en tout cas détecté et traqué par les Américains. Prenons un tout petit peu de recul géographique sur cette première chaîne des îles. Donc elle passe par, on en a parlé forcément, Taïwan. Donc si Taïwan devenait chinois à 100% et qu'on se retrouve avec maintenant des bases chinoises ici, les sous-marins taïwanais auraient accès à la mer profonde directement et pourraient inquiéter les Américains. Forcément, ils n'ont aucun intérêt à ce que ça arrive et ça viendrait faire s'effondrer la première chaîne des îles. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, dans l'histoire américaine, ils ont déjà perdu certaines îles. Et c'est plus au nord que ça se passe. Ici, on a l'Alaska. Ici, nous avons la Russie et là, nous avons le Japon. Et si on zoome un petit peu, on voit donc la Sibérie, l'Alaska. Alaska qui est devenue américaine à partir de 1865, vendue par la Russie, et vous avez des îles, Attu et Kiska, si présentes. Donc là, qu'on se retrouve, hein, on est ici. Et l'Alaska est là. Ça, c'est la Russie. Hein, on a une séparation des détroit de Bering que de quelques kilomètres seulement, donc les deux pays sont très proches. Là, on est vraiment au nord du Pacifique. Et ici, Attu et Kiska sont tombés lors de la Seconde Guerre mondiale et ça a coûté des milliers de vies américaines pour les récupérer. Donc quand on dit que les États-Unis se sont jamais fait envahir pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est pas tout à fait vrai. Attu et Kiska, ils sont quand même fait prendre. Donc en 1942, c'est 8500 Japonais qui débarquent sur ces petites îles perdues et en 1943, ça a été repris et les Canadiens notamment, que je salue, ont participé à la récupération de tout ça. Donc dans le nord, ce sont les îles Kuril qui sont très denses. Ensuite, ça descend vers le sud du Japon. Donc, si on regarde, ça descend comme ça vers Okinawa, avec toujours une multitude d'îles. Vous avez vu toutes ces îles, tout ça. Il y a des îles absolument partout. On arrive sur Taïwan. Donc là, on est en plein milieu de la première chaîne des îles. On descend et on arrive donc sur les Philippines. Les Philippines qui sont avec... les Philippines, il y a plusieurs milliers d'îles. Les îles parcelles qui sont là, ça descend sur Ryu, hop, tac, et on va vers la Malaisie. Donc ça, c'est la première chaîne des îles. Vous avez vu, il y a des îles absolument partout. Deuxième chaîne des îles, un peu moins dense, il faut être franc. C'est derrière les Philippines. Vous avez l'Indonésie, ça remonte sur Palau, et après c'est Guam. Donc vous avez une densité qui est moindre. Et regardez la profondeur. Il y a un tombant, c'est beaucoup plus profond, et donc c'est plus facile pour un sous-marin nucléaire sans engin de se cacher. Quand on continue, on a Guam qui est ici, et ça remonte vers le Japon. C'est beaucoup plus compliqué à protéger. D'un point de vue australien, juste pour savoir, d'un point de vue australien, ils ont également leur chaîne des îles, c'est juste au nord, ça passe par ici, et après ils ont leur première et deuxième chaîne également. Donc le concept fonctionne également pour l'Australie. Alors, en définitive, qu'est-ce qu'on peut dire? On l'a vu, le Pacifique, c'est absolument gigantesque. Les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre, la ligne de défense se situe ici. Elle se situe là, la première chaîne des îles, et avec au milieu Taïwan. Donc quand vous entendez parler de Taïwan pour les Américains, eux ils pensent tout de suite première chaîne des îles. Et vous avez vu que la deuxième chaîne des îles est beaucoup moins dense. C'est donc cette chaîne, la première, qui est la plus hermétique, la plus étanche et qui ne peuvent en aucun cas perdre, car sinon c'est sous-marins nucléaires lanceurs d'engins dilués en haute mer qui peuvent après arriver au large de Los Angeles. Sinon après derrière, c'est accepter qu'il y ait des navires chinois qui apparaissent un petit peu partout en haute mer dans le Pacifique. Maintenant, ne vous y méprenez pas, l'US Navy est à l'heure actuelle la marine la plus puissante au monde. Elle le sera encore pour plusieurs décennies sans aucun doute. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que les capacités de production navale chinoises sont en train d'augmenter et les américaines en train de descendre. Néanmoins, la sonnette d'alarme a été tirée aux États-Unis. Reste à voir quelles décisions politiques sont prises pour essayer d'empêcher l'US Navy de se retrouver dans une situation où elle ne serait plus capable de reproduire en grand nombre des navires. Mais encore une fois, dans le monde moderne dans lequel nous évoluons, il faut s'attendre à de plus en plus de drones, qu'ils soient aériens, qu'ils soient maritimes, qu'ils soient sous-marins. Et tout ça nécessite une extrême haute technicité dans les ressources humaines. Avoir des gros navires, avoir de nombreux lance-missiles, c'est très bien et ça permet de saturer. Mais pour tenir, on l'a bien vu avec le Japon,
Il faut également pouvoir préserver une très haute capacité en ressources humaines. Les États-Unis ont la culture, ont le volume, ont énormément de personnes avec l'esprit maritime militaire imprégné en eux par des années de service. La Chine a encore tout à construire de ce côté-là. Et même si pour protéger ces nouvelles routes de la soie, on voit de plus en plus de navires chinois au Moyen-Orient, et même qui sont venus nous rendre visite à Toulon, par exemple en 2017, c'est une marine qui a encore tout à apprendre de la navigation en haute mer. Et c'est ce qu'elle fait petit à petit en étant surveillée de très près par les États-Unis et leurs alliés dans la région. J'espère que cette vidéo vous aura fait découvrir le concept de la défense américaine dans le Pacifique, que vous comprenez mieux l'importance quasi vitale de Taïwan dans cette chaîne de défense. Si vous voulez qu'on creuse plus dans le futur, n'hésitez pas. Et un point intéressant, eh bien, c'est que la deuxième chaîne des îles est en train de voir à l'heure actuelle que des THAAD, donc des systèmes d'interception de missiles balistiques, sont en train d'être installés par les Américains sur la deuxième chaîne des îles afin de pouvoir intercepter et détruire, si besoin, des missiles qui arriveraient de Corée du Nord, des missiles qui arriveraient de Chine. Donc vous voyez, plus que jamais, ce concept de défense par ces lignes est directement lié aux efforts mis en place par la défense américaine. À très bientôt dans votre entreprise pour des workshops ou des conférences sur des sujets de communication, de leadership, de prise de décision, de gestion de stress. On vous met tous sur le site web de debrief.org. On fait également un séminaire en mai, n'hésitez pas à venir vous inscrire ou en organiser un pour votre équipe directement. On fait des séminaires de plusieurs jours en entreprise, c'est très sympa. Allez, fly safe.